Bonjour à tous, je suis Alexandra du Hasard Ludique. Donc je ne sais pas si vous connaissez le lieu, le projet, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Ouais. Beaucoup d'entre vous découvrent le lieu, bon bah tant mieux. Donc je vais peut-être vous en dire deux, trois mots avant que la conférence ne commence. Donc le Hasard Ludique, nous on est ouvert depuis le mois d'avril dernier, donc ça fait moins d'1 an qu'on est ouvert. On est une salle de musique actuelle plutôt, et on se veut être un lieu de vie, un lieu de passage pour les habitants du quartier, mais pas que, pour les Parisiens et autres. Voilà. Donc comment est né le projet du Hasard Ludique? En fait, c'est 3 cofondateurs qui à la base habitaient le quartier et qui ont vu cette gare délabrée, abandonnée, et qui se sont demandé mais en fait il y aurait plein de choses à faire ici, il y a plein de choses à faire dans ce quartier, donc pourquoi on s'emparerait pas en fait de cette gare et faire quelque chose de cool et d'ambitieux et d'important pour les habitants du quartier. Et de fil en aiguille, en fait, ils se sont renseignés, ils ont mené une petite enquête et ils se sont aperçus qu'il y avait un appel à projet en fait, de la ville de Paris pour occuper ce bâtiment. Donc ils y ont répondu, et depuis le début, en fait, ils se sont dit on ne veut pas juste débarquer avec nos grands sabots dans ce quartier, en fait, mais on veut vraiment créer un projet en lien avec les habitants du quartier. Donc du coup, ce qui s'est passé, en fait, ils ont créé la Fabrique du Hasard Ludique. La Fabrique, c'est le projet de co-construction du Hasard Ludique. C'est un grand projet qui rallie en fait les habitants du quartier. Et le but, ça a été en fait depuis le départ, depuis l'appel à projet, depuis la réponse à l'appel à projet, de demander en fait aux habitants du quartier ce qu'ils souhaiteraient voir dans ce lieu. Donc ils sont environ 1300 à l'heure actuelle, des gens qui ont participé à des degrés totalement différents, qui ont proposé des idées à certains moments, qui ont donné leur opinion. On a fait un chantier aussi de design participatif notamment. Donc la décoration que vous pouvez voir dans le lieu, en fait c'est le résultat d'une série d'événements de design participatif. Donc on a fait des balades urbaines pour s'inspirer du quartier dans lequel on est inscrit. Des workshops, des moments de réflexion en fait, pour que ce lieu en fait fasse écho à des symboles qui se trouvent dans le quartier. Je pourrais vous en parler un peu plus tout à l'heure si vous voulez. Quoi d'autre? En fait, il y a une question qui s'est posée aussi à l'ouverture du projet, c'était comment faire perdurer ce projet participatif une fois que le lieu maintenant il est ouvert. Donc on a depuis 2 ans maintenant, il y a eu la première édition en juin dernier, le Festival Fabrique, qui est un festival participatif au cours duquel on organise 10 événements avec les habitants du quartier. Donc les habitants en fait se rejoignent avec nous en petit comité, on réfléchit de A à Z à comment créer un événement. Donc il y a plein d'événements, ça peut être un événement autour du troc, un événement autour de la musique. Je vous laisserai regarder dans l'escalier, il y a une petite exposition pour que les gens s'inscrivent en fait à ces comités. Parce qu'on va commencer justement les réunions à partir du mois prochain, début mars. Voilà. Mais bon, le Hasard Ludique, c'est plein d'autres choses aussi. C'est des concerts, des événements, des conférences, des marchés, environ 2-3 fois par semaine. On essaye ici d'accueillir un maximum d'artistes, de gens qui portent des projets forts, des projets ambitieux, des projets qui ont du sens pour nous. Donc c'est d'autant plus intéressant et important pour nous de vous accueillir ce soir, le groupe SOS et les conférences UP. Donc on est ravis, merci beaucoup pour la sollicitation. Et je vais vous laisser prendre la parole, je suis sûre qu'il y a de choses très intéressantes qui vont être dites ce soir. Voilà, j'ai hâte d'entendre tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Merci au Hasard Ludique, effectivement. Alors on est un peu triste parce que c'est rare que les hub conférences soient pas pleines à craquer. Beaucoup de gens nous ont dit que voilà, la neige les empêchait de venir, mais on reviendra parce que ce lieu est magnifique et la prochaine fois voilà, on poussera les murs tellement il y aura de monde pour assister à cette prochaine hub conférence. Il y a 2 hub conférences ce soir en même temps, celle à laquelle vous participez ce soir au Hasard Ludique, et il y en a une à Strasbourg. Donc voilà, l'idée de hub qui est partie de Paris au départ, c'est de parler d'innovation sociale au sens large, puisqu'aujourd'hui on va parler beaucoup de culture, mais en tout cas c'est comment on peut apporter des solutions aux problèmes, aux enjeux complexes que connaît notre société aujourd'hui. Et on considère en fait, et si vous êtes là c'est aussi sans doute le cas, qu'il n'y a pas une catégorie d'acteurs aujourd'hui qui détient les solutions par rapport aux autres, mais que les solutions elles vont passer par le dialogue entre les entreprises sociales justement, mais aussi les entreprises classiques,
les pouvoirs publics, le monde académique, les entrepreneurs culturels aussi, évidemment, on va en parler ce soir. Et voilà, et donc toutes les semaines quasiment, on organise ces événements, donc ces événements Up. Les Up conférences, il y a d'autres formats, les Up café, les Up pro. Vous verrez tout ça sur le réseau social Up Campus. Et puis c'est aussi des productions, un livre notamment aux éditions Rue de l'Échiquier, qui sont là, nos amis de la Rue de l'Échiquier, et qui d'ailleurs, donc un éditeur phare dans le monde de l'économie sociale et solidaire, et qui organise sa braderie Sauver du Pilon, c'est ça, hein, samedi. Donc c'est quoi l'adresse déjà? C'est dans le 20e, hein, c'est rue du Moulin-Joli. Bon, vous tapez rue de l'Échiquier sur Google et puis vous trouverez. Vous pouvez même commander en ligne, hein, c'est ça. Et même encore commander Up to You. Donc le livre qu'on avait fait il y a quelques temps, qui expliquait un peu tout ce qui se passe dans nos événements. On remercie nos partenaires puisque la promesse de ces événements c'est d'être gratuit. Parce qu'on considère là qu'il faut que tout le monde puisse venir justement dans ce type d'événement. Donc on remercie Accenture, Aviva, Bouygues Immobilier, le Crédit Coopératif, la mairie de Paris quand on est à Paris, et Veolia. Et puis ces événements sont organisés, impulsés par le groupe SOS, que je représente ici, mais qui sera aussi bien représenté pendant cette table ronde, puisque le groupe SOS essaye d'incarner justement cette innovation sociale dont je vous parlais. On invente, on développe, on gère des dispositifs qui répondent à ces enjeux de société dont je vous parlais également. On invente l'hôpital de demain, la crèche de demain, la maison de retraite de demain, des structures sociales, mais aussi, depuis pas longtemps, mais ça se développe beaucoup, des établissements culturels, des dispositifs dans ce domaine ô combien indispensable pour notre société. Et c'est Alexandre Lourier qui dirige ce secteur, et donc vous aurez le plaisir d'entendre dans quelques instants. Aviva, notre partenaire, a lancé il y a 3 ans la Fabrique Aviva. Si vous êtes porteur de projet et que vous cherchez de l'argent, mais aussi de l'accompagnement, du soutien, etc., il y a 1 million d'euros à se répartir évidemment, mais les premiers prix sont très intéressants, les autres aussi. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 20 février sur la fabrique-france.aviva.com. Alors on a un réseau social qui s'appelle Up Campus, j'espère que vous y êtes tous. On n'est pas sectaire, vous pouvez aller aussi sur les grands réseaux lucratifs on ne sait pas trop ce qu'ils font de vos données, mais bon, c'est vous qui voyez, mais en tout cas allez-y, les Up est présent sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, et si nos événements sont gratuits, la contrepartie c'est de parler de ces événements, donc n'hésitez pas à faire du bruit, notamment via le hashtag UpConf, et raconter ce qui se passe pendant ces événements, nous interpeller, poser vos questions, on en prendra aussi un peu qui viendront de la salle, mais aussi pourquoi pas de Twitter. Donc si vous êtes timide et que vous ne voulez pas vous poser votre question tout à l'heure, vous pouvez le faire via le hashtag. Merci beaucoup à Place to Be, comme on dit en français, en anglais. D'accord. Tu peux nous rejoindre, je vais te laisser te présenter, et c'est un grand plaisir de co-organiser, c'est pas la première en plus, c'est la deuxième. On aime beaucoup aussi co-organiser des événements avec des acteurs qui incarnent le sujet du jour, et c'est évidemment le cas avec Place to Be. N'oubliez pas de tweeter, et puis à bientôt ici ou ailleurs, vous l'avez compris, les Up conférences c'est itinérant, c'est maintenant un peu partout en France. Si vous n'êtes pas parisien et que vous voulez organiser des événements avec nous, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais à Lyon c'est une équipe d'une 15aine de bénévoles qui organise tous les mois et demi des événements Up. Donc si vous voulez, dans votre ville, que ce soit en région parisienne ou ailleurs, vous nous le dites. Et puis on revient très vite, promis, au hasard ludique, qui est un lieu magique et qui incarne bien sans doute aussi le thème de ce soir. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc je me présente, Samy Chekmoussa, je fais donc partie de l'ONG Place to Be. C'est effectivement notre deuxième UpConf en partenariat avec le groupe SOS. On travaille toute l'année, nous, sur la mise en récit, sur les questions de récit, aussi bien culturelles, artistiques, médiatiques,
sur les questions de transition, environnement, climat. Et c'est pour ça qu'on aime bien ces hubconf, parce que ça nous permet de venir un peu parler de ces sujets-là, donner des exemples, inviter surtout des intervenants que vous allez pouvoir découvrir ce soir ou revoir si vous les connaissez, parce que je suis sûr qu'il y en a certains que vous connaissez déjà. Donc ce soir, on se retrouve pour parler de l'impact de l'art, de la culture en général, sur notre société, sur les grandes questions de société, certaines peut-être polémiques, d'autres un peu moins, et la manière dont aujourd'hui des acteurs manipulent un peu ces outils culturels et ces outils artistiques à bon escient, ou en tout cas pour faire avancer dans le bon sens un certain nombre de questions de société. Donc je vais les inviter à me rejoindre tous ensemble, si vous voulez. On va s'installer autour de la table et on va pouvoir se lancer. Donc merci à tous d'avoir bravé la neige, les éléments, les congères, les chevilles brisées pour venir ici. C'est assez flatteur. Merci à nos intervenants qui ont pu être là. Donc vous l'aviez peut-être vu en ligne il y a une semaine ou deux lorsque l'événement a commencé à être annoncé. Il devait y avoir une intervenante supplémentaire qui s'appelle Élise Rousseau et qui est autrice de BD, et elle n'a pas pu être des nôtres pour un problème personnel, elle le regrette, mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions où vous pourrez découvrir son travail. Heureusement, il reste encore 4 intervenants pour cette soirée. Donc on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, où on a de nombreuses questions de société, parfois même polémiques, qui s'affrontent et où on pose la question de la culture, de l'art, où ça devient presque un champ de bataille pour aborder ces questions de société. On va avoir heureusement ce soir une discussion assez apaisée autour de ces questions, mais nous, à Place to Be, on en est vraiment persuadés. C'est des choses qui sont aujourd'hui très importantes sur notre manière d'avancer en transition. Et c'est pour ça ce soir qu'on a pris des exemples assez divers, parce qu'il y a plein d'idées à aller chercher pour faire un peu mieux que peut-être que ce qu'on a fait, que ce qu'on fait encore. Merci à tous d'être là. Donc normalement il y a presque assez de micros pour tout le monde. Je vais commencer par donner la parole à Julie. Donc Julie Boileau, première intervenante ce soir. On a sous-titré artiste ou photographe. Elle va nous dire si ça correspond assez bien. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti pour une fois. Alors Julie est diplômée de l'ENS Louis Lumière, je regarde mes notes, et enseignante à l'école européenne de l'image d'Angoulême. Et elle a l'habitude d'utiliser en fait la photographie argentique comme médium pour sensibiliser sur un sujet spécifique qui est celui de l'écologie, et en particulier à l'importance des forêts. Donc c'est de ça dont on voulait qu'elle vous parle ce soir, et notamment de son dernier projet qui, contrairement à ce qu'on avait indiqué en ligne, ne s'appelle plus Amazonie vue d'ensemble, mais Natura. Elle va peut-être nous dire pourquoi est-ce que Natura c'est le nouveau nom du projet. Bonsoir Julie. Bonsoir Samy, bonsoir tout le monde. Alors moi je suis photographe depuis 10 ans maintenant. Je me suis longtemps promenée dans la nature sans sujet particulier, jusqu'au moment où j'ai été dans une forêt là, en France, la forêt d'Orient, et j'ai découvert la forêt dans mon cadre. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus quitté la forêt. Au niveau esthétique, dans un premier temps, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis intéressée aussi historiquement à la forêt, philosophiquement à la forêt. Je me suis rendu compte que la forêt était un large sujet très complexe et surtout à la base de beaucoup de choses dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Et que c'était aussi un mode de pensée très intéressant. Et de ce sujet-là peut découler beaucoup de choses, notamment au sujet globalité, lien entre les choses, décloisonnement. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, après les forêts françaises, pendant environ 5 ans, la suite logique a été d'aller dans les forêts tropicales avec mon Mamiya 6-7, donc pas trop simple, parce qu'il est assez lourd. Et je suis allée cet été pour la première fois pendant 2 mois en Amazonie. Donc j'ai fait 3 pays, enfin 3 régions, donc la Guyane française, le Brésil et le Pérou. Et à chaque fois, j'ai fait des résidences dans des réserves naturelles. Voilà, donc en Guyane française, c'était dans la réserve des Nouragues. Au Brésil, c'était dans la région de Manaus, dans la région Amazonas. Et au Pérou, c'était vers Iquitos, pareil, dans une réserve.
pour les non spécialistes de la forêt amazonienne, même si je pense que je dois être un des seuls à être non spécialiste, c'est des grandes distances, ces trois lieux. Oui, c'est des grandes distances. Après, j'avoue, j'ai fait une partie en avion parce que c'était en 2 mois pas possible de faire 3000 km, notamment de la Guyane au Brésil. Après, j'ai fait en bateau du Brésil au Pérou. Donc là, c'est déjà 4 jours de bateau pour faire Manaus, Iquitos. Mais bon, ça fait partie du projet de... Et 4 jours de bateau, ça ressemble à quoi en termes de climat ou de temps? Alors là, à la période où j'étais, moi, c'était la fin de la saison des pluies, et donc il y avait beaucoup d'eau. Et donc j'ai pu découvrir des forêts immergées, comme on appelle ça, igapo en brésilien, enfin en portugais. Donc voilà, en termes de bateau, voilà, le niveau de l'eau, c'était pas sec du tout, enfin c'était très tropical. Donc le projet s'appelle Natura, et non plus vu d'ensemble, parce que Natura en fait ça veut dire l'élan vital, enfin la force vitale, et en fait tout ce qui est nature plus particulièrement. Et donc c'est assez dur de trouver un nom pour quelque chose d'aussi complexe que la forêt tropicale, qui en plus, moi ça dérive dans des sujets politiques, enfin tout ce que vous voulez, philosophiques, donc c'est une manière de penser. Après la forêt tropicale, c'est assez complexe. Donc Natura, ça correspondait bien à cette idée de globalité, parce que c'est dans l'action, la force vitale. Voilà. Donc là, il y a 2 exemples de photos. On en a d'autres que vous pouvez découvrir sur les slides quand ils vont avancer. Simon. Simon. On voit que dans ton travail, c'est la forêt. C'est pas les humains dans la forêt, c'est pas les installations humaines. On est dans la nature sans trace d'homme sur ces photos. En tout cas, est-ce que c'est surtout ça que tu recherches? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Alors, c'était un premier voyage. Oui, ce qui m'intéressait, c'était... Le message est assez simple, en fait, dans mon travail, c'est regarder. La forêt tropicale existe encore. C'est pas que de la déforestation. Le message négatif, moi, ne m'intéresse plus. Ça m'intéressait, mais là, moi, ça m'intéresse plus. Et j'avais juste envie de dire aux gens, regardez, je propose en fait des immersions dans la forêt tropicale, et le fait d'être face, alors moi j'expose après des très grands formats, donc le fait d'être face à la forêt tropicale, c'est tout ce qui m'intéresse, juste de l'accepter comme elle l'est. Après, ça parle d'humain forcément, parce que la forêt, enfin quand on est en tout cas en forêt, alors je sais pas vous, mais moi c'est comme ça, c'est un peu un miroir. Et notamment, c'est quelque chose qui nous fait penser à nous-mêmes et au présent. Donc on pense à chaque pas, on pense à la complexité des choses, comment toutes les choses sont liées entre elles. Et donc ça parle de l'humain sans le montrer en tout cas. C'est juste, ça renvoie notre image un petit peu de... Voilà. Donc ça parle de... C'est pas totalement vrai. D'accord, je poursuis alors là-dessus parce que tu as un peu commencé à répondre à la question. Ton travail, donc là, il est centré sur la forêt amazonienne, la forêt tropicale, celui-ci. Aujourd'hui, comment tu t'es positionné par rapport à la vision peut-être traditionnelle de cette forêt, de la question de la forêt amazonienne, donc de cette question de la déforestation dans les médias, peut-être la manière dont nous, Français, Parisiens, on a l'habitude de voir ça dans les journaux, dans les séries, dans les films. Toi, en y étant allé, comment tu t'es positionné en fait? Alors le message, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas que la forêt tropicale est quelque chose qu'on vit négativement aujourd'hui, parce que bon, la déforestation... on en entend très très souvent parler. Pareil, en Guyane par exemple, c'est les mines d'or, le problème. Moi, je prends en compte ça dans ma manière de photographier, mais c'est plus ce que je veux montrer, parce que tout simplement, là, on parle d'art et comment grâce à l'art, on peut essayer de construire un nouveau monde. Moi, ce message-là, je le porte dans ma manière de faire les photographies, mais je le porte pas dans mon résultat photographique. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que ça devienne une logique de vie, en fait, de réfléchir à ces choses-là, et pas de le montrer en fait en face à face. Voilà. Je juste propose de regarder la forêt, mais après la manière dont je fais la photo, la manière dont j'en parle, j'espère que ça va être ça le message. En fait, l'art pour moi, c'est pas forcément un message politique. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Après
faut aller plus loin pour comprendre un petit peu le message, comment ça peut construire un nouveau monde, et en fait comment l'artiste, qui lui c'est sa matière principale en fait, les faits de société, les questions de société. Un artiste c'est juste un prétexte, faire de l'art un peu c'est un prétexte pour prendre plein de métiers différents et parler justement, avoir la parole pour parler de ces questions de société quoi. Enfin moi je le vois comme ça après. Peut-être pour comprendre mieux, on va pouvoir jeter un œil à ton lexique, parce que tu as un lexique j'ai fait travail. un petit schéma de mon cerveau, alors c'est assez compliqué. C'est un peu, j'ai essayé en fait quand tu m'as invité essayer de faire un schéma de comment m'étaient venues toutes ces idées, donc c'est un bon exercice. En fait ça part des forêts, je parle d'une espèce de forme là-bas un petit peu. Ça part des forêts et donc j'en suis venue à faire donc Natura, donc le premier volume. De mon expédition en Amazonie. Après, je vais en faire une deuxième cet été qui va, elle, être auprès d'une ethnie qui s'appelle les Wapishana. Et donc là, ça sera plus avec l'humain. Et en fait, la forêt m'a amenée à penser en lien. Et ça a été ce que moi m'a apporté la forêt, et c'est ce que je ne quitte plus jamais en fait dans ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que je ne parle plus du tout en mots et en définition, mais j'essaie d'inventer un nouveau vocabulaire du lien, c'est-à-dire c'est assez compliqué à expliquer parce que tout est à faire, mais comment parler de... En fait, pour moi, l'indépendance n'existe pas dans la vie et tout est lié, et la forêt, et là, vous me le rappelez tout le temps. Et donc le lien m'a amené en fait au langage, et donc les Wapishana, l'ethnie que je vais aller photographier, en fait, eux, ils ont un langage très particulier qui est lié encore au territoire, donc la forêt tropicale. Et en fait, en travaillant sur eux, je me suis rendu compte que le langage était très très lié au territoire où on vivait. Et donc, nous, on est en train de perdre ce côté-là parce qu'on perd notre rapport à la nature, mais voilà. Donc, le langage, donc la globalité, la permaphotographie, je pourrais peut-être vous en parler. Voilà. Donc ça, c'est un concept qui m'est venu aussi sur le bateau, notamment entre Manaus et Iquitos. En fait, je me suis dit comment je peux être logique jusqu'au bout dans ma manière de faire de l'art, et je vais essayer de conceptualiser quelque chose. C'est juste un concept, mais je vais essayer de lancer un peu un appel aux photographes aujourd'hui et de parler de permaphotographie. Alors, on va pas dire permaphotographie, mais ce serait de photographier, de faire de la photo de manière à ce que ça propose quelque chose dans le nouveau monde, justement, et de prendre tout en compte, c'est-à-dire la technique, l'industrie, la façon, les encres qu'on choisit, le papier qu'on choisit, l'appareil photo qu'on choisit. Ne laisser rien au hasard dans la fabrication de l'art. Voilà, donc la permaphotographie c'est ça, c'est en train de se monter, donc je peux pas trop vous en parler parce que c'est un appel que je lance en ce moment aux photographes. Donc il va y avoir un premier rassemblement, mais c'est vraiment naissant. Voilà. Tous les photographes, pas uniquement ceux qui travaillent sur la nature. Les créateurs d'images, non pas du tout, c'est pas du tout lié au sujet photographié, mais plutôt à la façon de photographier. Très bien, je pense que je vois déjà quelques parallèles arriver avec les autres intervenants, ça va être assez intéressant. Merci, on va en reparler. Je vais passer maintenant la parole à notre second intervenant, donc Alexandre Laurier. Laurier. Avec un E. Avec un E, attention. Qui fait partie du groupe SOS Côté Culture, cette fois-ci. Et le groupe SOS Culture, c'est un peu compliqué, moi j'ai pas encore tout compris, donc Alexandre va nous expliquer un échantillon de ce que vous faites, pas tout, parce qu'on est là que ce soir, il y a des gens qui doivent rentrer chez eux. J'ai quand même noté pas mal de choses qui sont assez intéressantes, dont en plus tu as accepté de nous parler. On va donc commencer avec, je crois, la fabrique de cinéma et de réalité virtuelle. Ouais, alors, sans tenir le crachoir, juste. Donc on est un groupe d'entreprises culturelles. Est-ce que c'est un mot avec lequel vous êtes familier ou pas? Non, pas trop, parce qu'en gros c'est un gros mot pour pas mal. Pour nous ça ne l'est pas. D'ailleurs c'est des entreprises culturelles, peu importe leur statut, hein. On a des sociétés, des associations. Et en fait, dans le champ de la culture, on peut considérer qu'il y a un trait continu qui va de la création jusqu'à la diffusion, du moment où un artiste crée une œuvre et du moment où quelqu'un la regarde, l'écoute, la lit, etc. Et ce trait continu, il est parsemé dans
d'intermédiaires, d'entrepreneurs culturels, d'acteurs aux logiques entrepreneuriales qui aident à enregistrer la musique, la jouer, la mettre sur un CD, la mettre en ligne, la transporter, etc. C'est un schéma assez caricatural, mais ça explique le fait que il y a des centaines de milliers, sous forme sociétés, associations, etc., d'entreprises culturelles, d'acteurs à logique entrepreneuriale, et que nous, dans ce champ-là, on s'interdit à peu près rien. Donc on a des structures avec lesquelles on réfléchit. On a une agence d'ingénierie culturelle qui s'appelle le Troisième Pôle, qui fait par exemple la production déléguée de la Biennale d'art contemporain de Rennes. On a des acteurs qui accompagnent, comme notre incubateur Créatis ou comme cette fabrique de cinéma qui s'appelle Commune Image, qui est pas bien loin d'ici, à Saint-Ouen. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais qui est en gros un lieu où on peut venir soit bosser quand on travaille dans le ciné, l'audiovisuel, la réalité virtuelle, soit venir post-produire son film, c'est-à-dire le monter, le mixer, etc. Soit même se faire incuber, c'est-à-dire pour les jeunes entreprises en amorçage, être accompagné, ou simplement venir voir des œuvres qu'on voit nulle part ailleurs, à Commune Image. Et on fait aussi, c'est-à-dire qu'on sait donc réfléchir, accompagner, mais aussi faire, puisque, on le verra tout à l'heure, on sait faire de la restauration de patrimoine par des chantiers d'insertion, ou encore on gère des médias, donc des petits titres de presse et un réseau de radio associatif qui s'appelle Rage. Voilà, donc ça c'est le cadre général, on n'a pas de tabou. Comme une image, c'est ce machin, c'est 2500 m² à Saint-Ouen, et c'est un lieu qui nous permet d'accorder des privilèges. C'est-à-dire qu'on a une communauté de créateurs qui font de la production. Il y a un mec qui a eu besoin de personne et qui a réussi à pondre une œuvre formidable seul, mais aussi des acteurs qui se tournent vers Commune Image pour se faire accompagner, soit dans leur vie d'entreprise, d'entrepreneur, soit même dans la vie de leur projet. Et donc typiquement, il y en a qui peuvent venir taper à la porte et dire ok, on a besoin de faire du montage, du mixage, de l'étalonnage. On est souvent des acteurs assez engagés, des acteurs assez indépendants, on a des petits budgets. Et typiquement, on a soutenu La Belle et la Meute, qui est un film qui est resté en salle assez longtemps, il y a quelques semaines, qui était en sélection au Festival de Cannes, qui a eu besoin à un moment donné d'un soutien au moment de la post-production. Et nous, on l'a fait avec plaisir, et ça colle parfaitement, je l'ai mis là, avec le thème de la soirée, c'est que quand ce film est sorti en salle, c'était le lendemain de l'affaire Weinstein. Donc les journaux étaient remplis du hashtag MeToo, de balance ton porc, chacun y allait, on se levait le matin. De sa tribune. Voilà, chacun y allait de sa tribune, de son coup de gueule, de son avis, ce qui est formidable. Et ça illustre beaucoup bien la soirée, parce que ce qui est intéressant avec ce film, c'est que donc ça relate les heures qui suivent un viol, la nuit, et les démarches effroyables à l'hôpital, au commissariat, etc. Mais c'est pas un contenu strictement théorique qui vise à décrire des démarches administratives, pas du tout. C'est pas, et je pense que c'est en ça rejoint tous les travaux, que ce soit de la BD, de la photo, des docus. C'est que c'est une œuvre d'art en tant que telle. Donc il y a des partis pris qui sont strictement artistiques et qui sont très forts. Donc c'est par exemple là, ce film, c'est 10 plans séquences qui se suivent. Et donc le parti pris artistique vient servir l'expérience, le message aussi, mais l'expérience qui fait qu'on on le ressent et que ça résonne. Et on parlait tout à l'heure d'une BD par exemple. Alors nous on fait pas grand chose dans la BD et t'en parleras mieux que moi, mais moi typiquement je te parlais ça m'y a fait repenser des BD de Pedrosa, Portugal, Equinox, je sais pas si vous les connaissez. C'est ça qui permet de changer aussi un peu les gens quand ils sont touchés, quand ils sont interpellés, et on en sort d'un film ou d'une BD un peu différent de quand on y est rentré. Théoriquement, on va poser la question justement. Je propose qu'on passe une petite vidéo que tu nous as amenée pour poursuivre un peu la discussion. C'est valorisant que les gens te confient un édifice comme ça pour toi le retaper avec tes petites mains.
qui va nous parler de Acta Vista. Et également, on a une image, c'est 2 projets distincts, si je dis pas de bêtises, mais qui se rejoignent un petit peu au sein du groupe SOS, ou vous les traitez de manière complètement indépendante? Alors, on a tendance à pas toujours péter les silos, mais on peut faire un parallèle. Alors, qui connaît Marseille, là, un peu? Ouais, vous voyez un peu le Vieux-Port, vous voyez à Marseille, à droite, quand je regarde la mer sur le Vieux-Port, il y a le fort Saint-Jean et le Mucem. Et sur la gauche, il y a un fort extraordinaire qui s'appelle le fort d'Entrecasteaux, qui surplombe le Vieux-Port, qui est magique, mais vous n'y avez jamais mis les pieds parce qu'il est fermé au public. C'était propriété de l'armée, c'est à l'abandon, la ville l'a repris. Bref, c'est dommage que vous n'y ayez jamais mis les pieds, mais chaque année, il y a 100 personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont eu des parcours de vie difficiles, et qui viennent sur ce site faire des sessions, des chantiers de formation et de formation professionnelle et d'insertion, et qui, ce faisant, restaurent le site. Donc il y a un peu un double impact, à savoir la restauration de patrimoine qui était un petit peu ignorée jusque-là, mais surtout l'insertion professionnelle avec des taux de résultats extraordinaires, puisque sur ces métiers-là en tension, il y a un taux de sortie positif, c'est-à-dire de retour à l'emploi dit classique, qui est 2 fois plus élevé que dans d'autres dispositifs d'insertion. Et c'est un exemple qui est intéressant, qui a beaucoup d'impact. Donc c'est 450 personnes chaque année qui sont dans ces chantiers d'insertion. Et qui permet aussi de s'inscrire dans cette conférence, parce que le patrimoine, on imagine souvent que c'est quelque chose qui appartient au passé, qui est mort, c'est des vieilles pierres, d'ailleurs celles-ci elles sont même pas ouvertes au public, mais la réalité c'est qu'elles sont bien vivantes. D'ailleurs, nous on bosse beaucoup avec le Centre des Monuments Nationaux, donc qui gère le Panthéon, etc. Et nous ce qu'on fait avec eux, c'est un incubateur de start-up culturelles. Donc c'est des structures qui se réinventent en permanence, qui réinventent la manière dont elles s'ouvrent aux gens, le récit qu'elles racontent, le morceau de mémoire qu'elles incarnent. Et non seulement elles sont vivantes, mais surtout elles sont vitalisantes. Et elles permettent de revitaliser des territoires dans lesquels parfois il y a eu beaucoup de dégâts, où il y a une concentration de parcours de vie qui peuvent être compliqués. Voilà, donc le patrimoine est loin d'être quelque chose d'inerte. Non seulement c'est vivant, mais surtout c'est aussi un outil qui permet de revitaliser des territoires. Et là, la deuxième photo, et après j'arrête, c'est qu'en fait le groupe SOS regroupe beaucoup de structures du milieu médico-social. Hein. Il y a le secteur culture que je présente un peu, mais il y a le secteur santé, solidarité, il y a des dispositifs, notamment des foyers d'accueil médicalisés, dans lesquels il y a des ateliers d'art-thérapie. Et c'est assez extra parce qu'on a longtemps considéré que ce qu'il fallait faire pour les publics empêchés, c'était de leur permettre l'accès aux œuvres. C'était la grande phrase de Malraux, c'est toujours la première attribution des décrets d'attribution des ministres de la Culture, hein, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez vérifier. Et en gros, nous on considère qu'au-delà du simple accès aux œuvres, il faut permettre à chacun de pouvoir pratiquer, et même de pouvoir s'autoriser le luxe de créer, d'être un peu créateur. Et donc ce qui se passe dans nos dispositifs, et c'est quelque chose qu'on aimerait développer davantage, c'est qu'on permet à des usagers de dispositifs médico-sociaux qui ont vécu toutes sortes d'exclusions de s'autoriser la pratique et la création. Super. On a fait un peu un grand écart là, et c'est un peu le but aussi de cette soirée. On est passé d'une artiste avec un projet et un engagement spécifique à un groupe qui manie en fait la culture dans pas mal de directions, et dans des directions qui sont quand même très appliquées, hein, question de retour à l'emploi, question de public empêché. C'est une spécificité, donc voilà, je pense qu'on va reparler de la question de savoir si entrepreneur culturel c'est un gros mot, si économie culturelle ça a du sens. Et en parlant de sens, je passe à admirer cette transition absolument non prévue. Je passe la parole à Marc de la Ménardière qui va venir nous parler un peu de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait. Et on va commencer avec une petite bande-annonce pour ce film que vous avez déjà tous vu. Quand on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. The world as we see it is an expression of the collective beliefs.
when we look at the world today in crisis and failing, then it says if you want to evolve and survive this crisis, we have to change the belief systems. The reduction of our identities to being consumers is part of the problem. La science du XXe siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. So it's a kind of like a cycle. That's how nature works. So we have to learn from nature and create a cyclical economy. Nosotros somos la punta del cambio que viene. Voilà, En quête de sens, c'est pas juste le film de vacances que vous arriverez juste jamais à faire vous, c'est aussi une belle réflexion sur comment est-ce qu'on remet du sens et comment est-ce que notamment art, culture et économie peuvent fonctionner ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, déjà, comment ça t'est venu cette envie en fait? Alors, bonjour tout le monde, hein, merci d'être venu par ce temps un peu hostile, qui nous rappelle que face à la nature, on n'est pas grand-chose et qu'on ne peut pas prévoir grand-chose. Les gens ils redécouvrent qu'on n'a pas pu anticiper la neige, c'est bien, je trouve. Bref, et donc du coup, non, au départ c'est une intuition, moi c'est le fait d'avoir de regarder beaucoup de documentaires anxiogènes, et à la fin de tous ces documentaires, moi j'ai eu un accident, je me suis cassé le pied, du coup je me suis mis en plus d'une fracture, je me suis rajouté une dépression nerveuse en regardant tous ces documentaires anxiogènes et en me disant en fait je fais partie du problème et en fait c'est quoi la solution? Il n'y avait pas de solution. On était très fort, enfin à une époque il y avait besoin de faire le constat, mais s'il n'y a rien derrière en fait ça donne pas envie d'agir. Donc j'avais l'impression que la peur, la colère, c'est pas des bons moteurs pour agir et qu'il fallait donner un peu d'inspiration. Et qu'il fallait, quand j'essayais de montrer ces documentaires à mes copains d'école de commerce, personne ne voulait les voir. Parce qu'il y a cette fameuse dissonance cognitive, on n'a pas envie de voir à quoi on contribue, la remise en question, c'est pas quelque chose qu'on fait spontanément, l'être humain. Donc du coup, je me suis dit, voilà, il faut créer quelque chose qui ressemblerait à les documentaires Arte qui passent tard le soir quand personne ne regarde la télé, les trucs un peu plus sympas, du genre j'irai dormir chez vous, ou les nouveaux explorateurs, et en même temps des beaux paysages, avec voilà, mélanger un peu tout ça, trouver une forme, un récit qui permette de donner envie. Et je savais qu'à travers le voyage, c'est un outil de déconditionnement formidable, parce que quand on est dans une autre culture, on est obligé d'être plus dans l'intuition, de faire sauter des filtres mentaux référentiels, et donc là on est dans un autre rapport aux choses, aux gens, donc de raconter cette histoire, mais c'est tout. On n'avait rien prévu d'autre, c'est pour ça que quand tu dis film de vacances, on le dit souvent en rigolant, parce qu'on est parti avec pas de budget, juste une caméra et un copain d'enfance, et de là, on s'est dit on va aller chercher des gens inspirants qui vont venir questionner nos visions du monde, et on a fait des découvertes extraordinaires, parce qu'on a plus de 90 heures de rush, et après il a fallu on a pris presque 3 ans pour en faire 1h30, et de mettre ensemble toutes ces paires, toutes ces clés de conscience qui nous ont permis aussi d'ouvrir notre esprit, et c'est ça qu'on a essayé après de partager. Parce que c'est un documentaire, hein. C'est-à-dire c'est quand même ça aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a du montage, comme tu dis, il y a des rushs, il y a peut-être aussi un peu de mise en scène, donc il y a un message, c'est pas juste un produit brut, il y a une envie derrière quand même de communiquer au public. Oh non, c'est vraiment l'intention, c'était nous, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire avec toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, qui sont pour moi des personnes, on va dire, alignées dans le sens entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Il y a une forme d'alignement qui renvoie à nous notre propre cohérence et notre désir aussi d'être plus authentique. Et donc comment on arrivait à ce que ces rencontres-là, où on avait vraiment passé des moments assez extraordinaires qui ouvraient l'esprit, de le retransmettre en partageant le voyage, en étant au plus proche de la réalité. En même temps, on ne peut pas tout filmer. Nous, on voyageait d'abord et on sortait la caméra ensuite, ce qui fait qu'il y a une vraie proximité avec les intervenants. On n'est pas là avec une grosse lumière, une caméra, et leur dire il faut que tu me dises ça. C'était voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ces sujets-là. Et donc ça, c'était long. Et donc au final, je pense le plus long, c'était comme on n'avait pas écrit le film. C'est la limite en fait, c'est que quand on a été voir Arte pour le subventionner, ils nous ont dit vous auriez dû l'écrire avant. Mais comme c'est l'histoire d'un film qu'on écrit au fur et à mesure, on ne pouvait pas. Donc au final, ça a été ce qu'on pensait mettre dans le making-of, qu'on a mis dans le film pour faire le lien entre nous et notre déconstruction. Parce qu'on a découvert que le problème du monde, c'est notre vision du monde en fait. Les crises écologiques, financières, sociales, c'est simplement les conséquences d'une manière de voir le monde, le rapport à la nature, le rapport
à l'accumulation de matériel. C'est de notre culture en fait. Voilà, exactement. Et donc du coup, quand on change ça, c'est pas de dire il n'y a pas une baguette magique pour un plan B, mais c'est que chacun re-questionne son rapport au matériel, à la spiritualité, à la nature. Et donc ça, il fallait qu'on parle de notre propre déconstruction. Et ça, c'était très long en fait de faire de lien entre toutes ces interviews. Et en fait, le lien, c'était nous, comment nous on passait d'un Indien qui nous dit ça, à un chaman qui nous dit ça, à un scientifique, et de voir qu'il fallait décloisonner toutes ces différentes disciplines qui en fait s'épousent les unes les autres une fois qu'on arrive justement à casser tous ces silos. Et le message, c'était celui, je pense, dont toi tu parles, d'interdépendance. On était la civilisation de la fragmentation, d'avoir vu le monde comme une machine. Et si on le voit comme un organisme vivant, comme un tout interdépendant, interconnecté, et que la spiritualité, c'est ça, c'est comprendre les liens entre moi, la nature, la communauté, mes émotions, et que c'est ça, prendre soin de ce lien-là. Là, il y a une autre civilisation qui peut naître, et que s'il y a une pénurie de ressources fossiles, il y a une abondance de créativité qui naît du fait de connecter ça en fait chez l'humain, et c'est ça que les gens nous ont transmis et qu'ils incarnaient dans des projets concrets. C'était pas juste des concepts, c'était des gens qui étaient exemplaires à ce niveau-là. Donc on a essayé de faire pareil après en distribuant et en faisant ce film comme une œuvre d'art entre guillemets, pas dans le sens qu'on... Moi je me suis jamais considéré comme un artiste parce que j'étais nul en art plastique, je sais pas dessiner, je chante faux. Mais comme il y avait une intuition juste, c'était comment est-ce qu'on met nos talents autour de nous, on a trouvé les bonnes compétences pour faire passer une intuition. Et c'était plus ça en fait, la vraie leçon pour nous, c'est que de ce qu'on avait compris, on était capable de trouver une forme qui permette à quelque chose d'universel, d'une expérience personnelle, on a fait quelque chose d'universel. Et c'est ça qui fait que le film voyage aussi aujourd'hui. Et depuis le film, parce qu'on a vu sur la bande-annonce qui est sortie en 2015, est-ce que tu es devenu millionnaire et tu vis de tes rentes, ou est-ce que tu continues à travailler sur ces questions? Eh ben ouais, c'est une bonne question. Le document, enfin le film, il a permis le fait on a essayé de faire une distribution qui soit vertueuse, c'est-à-dire de pas passer par un distributeur. Ou quand on a été voir certains distributeurs, j'avais l'impression que c'était l'ancien monde qui voulait faire un petit billet sur le nouveau monde, mais pas dans ce que nous on voulait faire, de mettre de la gratuité, que le film soit accessible. Donc on a distribué nous-mêmes et donc on a pris des gens pour le faire. Donc il y a tout ça, on a pu financer cette économie-là et montrer aussi qu'il y avait une cohérence. On annonçait un monde de la coopération, du circuit court, la force de la communauté, et de voir que oui, localement les gens s'organisaient entre eux. Donc on a mis une partie des fonds, c'était de faire ça. Et après, avec la suite, c'était de se dire, une des conclusions du film, c'était un des sages qu'on voit là, qui s'appelle Satish Kumar, qui dit ne cherche pas de travail, mais invente un mode de vie qui te ressemble, et vivez autrement. Donc là, depuis un an, on a créé un lieu avec mon ami, et l'idée c'est qu'on puisse expérimenter cet autre mode de vie, donc c'est dans les Deux-Sèvres, et de connecter les gens à cette créativité, donc à travers l'art-thérapie, à travers le chant, à travers la danse, la permaculture, et leur projet de vie. Mais d'abord, c'est connecter les gens à ça, en fait. On a essayé de leur faire un 6 jours à la place d'un an de voyage, en fait, pour connecter tout ça. Et derrière, de voir qu'est-ce qui naît. Et c'est beau de voir que derrière, en fait, le fait de connecter les mains dans la terre, on n'a pas les mêmes discussions quand on tire sur des radis que quand on est dans un café à Paris. Et de mettre ensemble 20 personnes en quête de sens qui réfléchissent à ce qu'elles ont envie de contribuer à leur talent, ça crée des choses aussi assez extraordinaires. Donc pour l'instant, on est dans la suite du film, dans le sens comme on incarne toutes ces valeurs, tous ces idéaux dans un projet concret, et comme on a un impact local, parce que nous on pense aussi que la solution est locale, pour voir comment, moi j'ai des voisins chasseurs, agriculteurs, pas du tout bio, et comment tous ensemble on essaie quand même d'aller dans le bon sens. Donc là c'est la suite, le prochain film ça sera peut-être ça, comment on incarne sa quête de sens. D'accord, pas un film sur la chasse en spécifique. On peut, il faut essayer, j'essaie avec les chasseurs en ce moment. Ça marche. Bon, ça donne envie d'aller voir le lieu. Je vais me tourner vers Amélie Mouget. On va peut-être voir qu'est-ce qu'on peut lire dans le train qui va nous emmener vers chez Marc, puisqu'elle va nous présenter la revue dessinée dont elle est la rédactrice en chef. Et je pense que pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la revue dessinée, ça va être l'occasion de découvrir une belle source de culture qui fait réfléchir. Alors, la revue dessinée, c'est très concrètement un bouquin de 228 pages qui est en librairie tous les 3 mois. On y fait du journalisme en bande dessinée. Alors,
Au quotidien, ça implique de marier deux univers, celui du journalisme et celui de la bande dessinée, et de marier des auteurs de BD et des journalistes. Les uns viennent avec leur savoir, leur enquête, leur reportage. Les reportages souvent sont pas réalisés encore, ce sont des idées de reportage. Et les autres viennent avec leur créativité, leur sensibilité, leur talent de dessinateur. Et nous, on va parier sur l'entente et la compréhension et l'émulation qui peut naître de cette collaboration. On va sur des sujets hyper variés, des sujets d'économie, d'écologie, société. On aime bien les sujets transversaux qui parlent à la fois d'écologie, d'économie, de sujets de société, de politique. On est un média indépendant et c'est hyper important. C'est vraiment, on a la liberté de nos sujets, on a la liberté de l'enquête et ça nous permet d'aller creuser. En fait, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on a envie de combiner à la fois des informations inspirantes, des informations des histoires, des tranches de vie qui nous donnent envie d'être demain malgré tout ce qu'il y a d'anxiogène autour de nous, et quand même le volet d'enquête, de dénonciation, de décryptage de ce qui dysfonctionne et de ce qui fait que le monde actuel ne peut pas continuer très longtemps tel qu'il va. Et on part du principe qu'en comprenant mieux, on est plus armé pour proposer des solutions. Très concrètement, on s'appuie sur la bande dessinée pour s'attaquer à des sujets qui auraient été peut-être compliqués à l'écrit, qui auraient peut-être été invasifs. Tu parlais tout à l'heure de la caméra où on arrive et où on dit voilà ce que tu vas devoir nous dire sous la grosse lumière en 3 minutes. La manière dont est fait le journalisme aussi peut être interrogée, on va dire ça. Nous, on y va à deux, donc un journaliste, un dessinateur ou une dessinatrice, et le dessin crée quelque chose, crée une relation dans le reportage qui est chouette. Moi j'ai suivi pendant 1 an une classe de décrocheurs qui essayaient de raccrocher dans un lycée, dans un micro-lycée, un lycée à taille humaine, où on essaye de faire tomber tout ce qui les a séparés de l'école, et en fait de les voir 2 fois par mois, de septembre à juin jusqu'au bac, et de les revoir aux résultats du bac. En fait, ça crée une autre relation aux sources, aux interviewés, ça crée une autre vision du monde aussi. Tu parlais de fragmentation, mais aussi dans le journalisme, on souffre beaucoup de la fragmentation de l'information, de cette espèce de tourbillon qui nous emporte de surinformation. La bande dessinée, comme c'est lent, comme ça demande beaucoup de temps à être produit, ça nous permet de ralentir. Ça nous permet de mener des reportages parfois sur des mois, 1 année, et après de le mener à deux, de confronter nos regards. Moi, dans la peau du journaliste, je cherche les faits, la bonne citation, la bonne phrase, et puis le dessinateur ou la dessinatrice qui est avec moi va dire ah, t'as vu ça, c'est chouette, et non, je l'avais pas vu parce que la tête dans le guidon, et du coup ça permet d'avoir des approches très différentes et de s'appuyer sur la créativité, sur la sensibilité de quelqu'un qui a cette sensibilité dans sa pratique du dessin pour raconter des histoires et pour décrypter des mécaniques complexes. On s'est attaqué aux emprunts toxiques qui ont mis à terre des petites communes. Dans le dernier numéro, là c'est sur les algues vertes. En fait, les algues vertes, quand on parle de fragmentation, il y a ce sujet-là, on a l'impression d'en entendre parler beaucoup. Ça revient pas mal dans la presse. Chaque année, il y a des grosses marées vertes. Je ne sais pas s'il y a des Bretons parmi vous, mais ils doivent en parler encore plus. Et en même temps, on avait l'impression, on savait qu'il y avait on connaît un peu les responsabilités, l'agro-industrie, mais il y a une vraie histoire derrière qui se déroule sur 50 ans, entre le moment des premiers lanceurs d'alerte et les dernières personnes
retrouvés intoxiqués sur les plages bretonnes. Il s'est passé des décennies. Entre-temps, il y a eu plein de magouilles de la part de lobbying. Et en fait, quand on met toutes ces informations qu'on aurait pu avoir dans plein de petits articles différents côte à côte, quand on envoie une journaliste, en l'occurrence s'installe en Bretagne pendant 3 ans pour mailler le territoire, pour discuter avec les gens, pour regarder toutes les facettes du problème, pas uniquement le côté lanceur d'alerte, mais aussi des éleveurs de porc qui se rendent compte, c'est des sujets qui ne sont pas du tout manichéens, et le fait d'avoir quelqu'un qui s'en empare et qui travaille avec un dessinateur de bande dessinée pour remonter le fil, ça fait qu'on sort de là en se disant « Ah, ça y est, j'ai compris le phénomène dans sa complexité ». Alors que souvent, on est bombardé d'infos décontextualisées et la démarche du documentaire, la démarche de la bande dessinée du réel, de reportage, c'est de ralentir un peu, de sortir la tête du bouillon et de prendre le temps de la création pour réfléchir à ce qu'on a vraiment à dire, quel sujet on a vraiment envie de traiter, et s'attaquer à des sujets complexes. Dans le dernier numéro, il y a aussi un sujet hyper bien sur le prix qu'on donne à la nature, les banques de biodiversité. En fait, on s'intéresse à cette solution, cette piste en tout cas et tiens, si on donnait un prix à la nature pour la sauver, puisqu'on a tout essayé et que ça ne marche pas, tentons de mettre une valeur à un ours polaire, on va voir ce que ça donne derrière. Peut-être que comme les marchés n'entendent que ça, on va parler leur langage pour là, on a un exemple de prix donc les ours polaires sont mis à prix à 6 milliards de dollars, c'est ça par exemple? Ouais, par exemple, alors ces chiffres ne sont pas tirés de l'imagination de la mise en page et le côté vente, c'est tiré de l'imagination du dessinateur. Par contre, toutes ces valeurs sont réelles. Les banques de biodiversité existent, c'est un phénomène très développé aux États-Unis qui commence à s'implanter, mais sous d'autres formes en France, à travers les systèmes de compensation, de réserve d'actifs naturels, de services écosystémiques. Donc on va juger la valeur de plein, on va fragmenter la nature, on va la regarder comme un ensemble d'espèces à valeur par rapport à ce qu'elle apporte à l'humain. Une fois qu'on aura tout chiffré, comme c'est impossible de tout chiffrer, on va prendre des espèces parapluies. On va se dire s'il y a tant d'espèces dans un milieu, alors ça veut dire que le milieu se porte plutôt bien. On va donner des objectifs chiffrés et on va essayer de miser sur des mécanismes financiers pour sauver la nature. On remplace la connexion réelle avec l'espace naturel, avec des éléments qui sont ceux qu'on manie au quotidien, à savoir l'argent en fait. Quoi. Voilà. En gros, c'est ça, et ça passe par de la titrisation, par de la financiarisation, par des crédits. En gros, c'est ce qu'on a tenté de faire sur le crédit carbone avec succès, mais appliqué à la biodiversité. Et justement, sur un projet comme ça, le point de vue en fait un peu du dessinateur, parce que le journaliste, lui, comme tu disais, il fait un travail qui est peut-être assez commun, mais l'auteur de BD qui lui vient plutôt d'un milieu culturel, peut-être même du divertissement, parce que la plupart des gens imaginent la bande dessinée plutôt comme un divertissement, pas forcément, même s'il y a des BD qui sont très sérieuses, des BD qui nous apprennent plein de choses. Lui, est-ce que ça lui demande de complètement changer sa manière de travailler, en fait, de se mettre dans la peau de quasiment quelqu'un qui est plus seulement auteur de BD? Non, je pense qu'il reste auteur de BD dans le sens où son langage c'est la bande dessinée, c'est le dessin, c'est le découpage séquencier case à case, et en fait il va juste s'appuyer sur une manière de s'exprimer qui lui est propre et avec laquelle il est pour s'emparer d'un sujet de société qui généralement le touche. On forme les binômes en fonction des appétits, de ce qui prend les gens aux tripes et des sujets qu'ils ont envie d'aborder. Donc moi je pense que c'est plutôt une mise au service d'un mode d'expression et d'un langage avec un vocabulaire hyper riche, avec une créativité très forte, une mise au service du réel. Après, en fonction des dessinateurs, on a des dessinateurs qui sont qui ont un trait beaucoup plus réaliste et ils vont raconter des reportages, par exemple une immersion dans une école pendant 1 an. Il y en a d'autres qui ont un dessin beaucoup plus symbolique et ils vont pouvoir nous expliquer avant, après, faire des camemberts et des petites métaphores dessinées pour rendre
palpables et appréhendables des concepts qui seraient abstraits sans le dessin. En gros, l'idée, c'est avec un dessin, en dire beaucoup plus qu'on le dirait avec de longues phrases, et avec cette sensibilité qui est propre aux dessinateurs. Après, il y a probablement des dessinateurs qui sont dans un travail de création pure, et pour lesquels la matière journalistique, avec tout ce que le réel implique, on vérifie tout ce qu'on raconte, on vérifie, je sais pas, on est pas loin de Saint-Ouen, on a fait un sujet sur l'équipe du Red Star et les valeurs, on vérifiait tous les maillots de foot, les couleurs, parce qu'il y a cette rigueur journalistique qui doit se combiner avec un acte de création. Et du coup, ça peut être contraignant pour un artiste de travailler à partir du réel, avec le journaliste qui est là derrière à dire non, il n'a pas dit tout à fait ça à ce moment-là. Et donc du coup, c'est un match de ping-pong entre deux métiers aux logiques complètement différentes, mais généralement à la fin, ça se passe bien et on retravaille. Là, Benjamin Adam qui a bossé sur ce sujet-là, il s'est quand même coltiné les emprunts toxiques, les partenariats publics-privés et les banques de biodiversité. Je pense que c'est un vrai de vrai. En fait. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un touriste des sujets avec des chiffres. Je vais en profiter pour faire un parallèle en posant la question à Julie, parce que je crois qu'elle a un projet notamment en lien avec la bande dessinée. Donc est-ce que toi tu as une interprétation similaire du travail avec un auteur de bande dessinée ou en tout cas du lien avec du difficile équilibre à trouver entre rigueur et esthétisation du sujet? Oui, alors moi je commence juste un projet avec un dessinateur à Angoulême, parce que du coup moi je travaille à Angoulême, j'ai rencontré plein d'illustrateurs. Je me souviens plus de la question. En fait, c'est en lien avec la culture, a priori, elle n'a pas vocation à être exacte, elle n'a pas vocation à être pleine de rigueur, en tout cas pas sur tous ses plans, et la bande dessinée encore moins. Donc toi, tu as une photographie, la photographie, a priori, c'est vrai, même si c'est une petite mise en scène. Qu'est-ce que ça change si tu vas bosser avec un auteur de bande dessinée? Oui, alors là, pour le coup, moi, le projet que je suis en train de faire, c'est pas de la photographie, j'ai écrit le texte, pour une fois. Du coup, c'est complètement une fiction, même si ça illustre ces idées de décloisonnement aussi. Oui, et c'est vrai que moi j'ai découvert la bande dessinée en arrivant à Angoulême, et ça m'a étonnée parce que déjà c'est aussi en train de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu parlais des cases, et même ça c'est en train de un petit peu disparaître, donc eux aussi ils sont en train de travailler sur des façons de changer un peu, de décloisonner aussi quelque part. Donc je sais pas, moi j'ai découvert la bande dessinée aussi en allant à Angoulême, et c'est vrai que grâce à ça ils font passer des messages qui sont simplifiés, parce que dans la forme, c'est vrai que le texte peut parfois faire peur, ou je sais pas, éloigner. Oui, la bande dessinée, moi, c'est quelque chose que je découvre aussi, et c'est vrai que j'aime bien cette facilité de faire passer des messages. Voilà, je suis désolée, c'est pas la... Non, mais c'est intéressant de comparer, parce que tu débutes par rapport à quelqu'un qui nous présente un magazine qui a une manière de produire et une manière de faire régulièrement, parce que c'est un trimestriel, il faut sortir régulièrement des reportages, donc il y a quand même des pratiques de collaboration, on est dans de la culture, mais il faut que ça sorte, quoi. À chaque fois, c'est vraiment un pari, dans le sens où on demande un acte de création et deux regards singuliers à chaque fois. On n'a pas de méthode pour faire de la bande dessinée de reportage. À chaque fois, les journalistes et les dessinateurs arrivent en disant comment on fait pour bosser. Et ben, emparez-vous du sujet, discutez un maximum et essayez de trouver la manière de nous raconter ça qui est la vôtre, qui est unique et qui nous touchera. Et à chaque fois, on les voit sortir de la rédaction et on se dit pourvu que ça marche. Et c'est des paris. On n'a pas deux bandes dessinées, on n'a pas de méthode, et on n'a pas deux bandes dessinées reportages qui se ressemblent, parce que justement, il y a cette envie de créer, et cette envie de... Je pense que dans tout ce qu'on fait les uns les autres, il y a cette envie de partager avec la personne qui va voir les photos, la personne qui va voir ton documentaire, et de partager au mieux pour que le message passe. Et là, je pense qu'il y a une authenticité dans la démarche à trouver, mais au-delà de ça, il n'y a pas de formule magique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que dans le sujet, c'est aussi dans la façon de faire, du coup.
Et ça me fait penser à quelque chose, parce que tu parlais que vous nourrissiez entre journalistes et moi j'ai vécu ça, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est passé dans la même personne, c'est-à-dire que c'est un scientifique qui travaillait sur la forêt, qui est devenu artiste et qui est devenu photographe, et sa façon de faire de la photo, ça a un peu marché, tout ça, a changé sa façon de faire de la science. Et du coup là c'est vraiment le décloisonnement même au sein même d'une seule personne, et c'était hyper intéressant parce que du coup il fait attention à des choses qui ne sont plus concrètes au niveau aux sciences, mais même il prend en compte au niveau sciences même de l'instinct ou des choses qui ne sont pas quantifiables. Et du coup c'est vrai que le fait de décloisonner même dans la méthode, moi je trouve que c'est le sujet en fait. C'est intéressant cette idée justement de parler de ce qui n'est pas quantifiable, parce que c'est une question d'ailleurs qui est revenue dans la préparation de cette soirée. C'est que si la culture et si l'art ont l'ambition de construire un nouveau monde, donc de s'attaquer peut-être même frontalement à des problèmes de société, une des réponses qui va rapidement être faite, c'est très bien, on peut vous donner de l'argent, on peut vous donner du temps, on peut s'impliquer, on peut vous accompagner, mais comment est-ce que vous nous prouvez que ça fonctionne, quoi, que en réalité vos projets culturels, vos projets artistiques, ils touchent des gens, ils transforment des gens, ils leur donnent envie d'essayer autre chose. Donc Marc nous a expliqué qu'il y avait eu le film et maintenant il y a un lieu où il met en pratique. J'imagine qu'au sein aussi du groupe SOS côté culture, cette question un petit peu rabat-joie de l'évaluation de l'impact, d'avoir des indicateurs, des choses un peu moins sexy que juste produire de l'art et de la culture, elle revient assez régulièrement. Ah, mais c'est super sexy. Non, c'est un peu une obsession, en effet, le côté mesure d'impact. Alors, au-delà du fait d'avoir des indicateurs, de se pavaner ou de rendre compte, etc., même vis-à-vis de soi-même, en tout cas moi, vis-à-vis de moi-même, j'ai envie de me rendre compte de ce que je fais et de si ça marche pas, ce que ça fait. Après, dans le champ culturel, c'est très difficile de quantifier l'intangible. Donc, il y a... Je sais pas si on prend un exemple, parce que là il y a des formes d'art dont on parle pas trop, mais je sais pas si vous vous souvenez, à la COP 21, donc justement quand ton asso est né, il y avait Olafur Eliasson qui avait fait une installation artistique avec des cubes de glace sur la place du Panthéon, disposés en cadran, il y en avait 12, et donc on pouvait déambuler et voir les cubes fondre chaque seconde davantage que la veille. Est-ce qu'on peut quantifier un jour ce que ça a provoqué dans la tête des gens qui se seront retrouvés face à ça ou pas? Je suis pas certain du tout. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut surtout pas, pour autant, s'exonérer de regarder ce qu'on fait et de l'impact que ça a. Donc il y a plein de mesures qui existent, hein. Il y a l'inspection des finances qui nous a sorti un rapport qui nous a dit tiens, la culture c'est 7 fois le poids de l'industrie automobile, c'est tant de points de PIB, c'est tant d'emplois, etc. Nous on s'attache à mesurer des impacts indirects. Typiquement avec notre incubateur d'entreprises culturelles Creatis, on génère de l'emploi, ça se mesure facilement. On aide en tout cas à le générer et à le pérenniser. On mesure la durabilité des entreprises qui sont plus durables que dans d'autres dispositifs d'accompagnement. Et après, on essaie quand même de mesurer indirectement combien de fournisseurs, combien de clients, et in fine combien de publics peuvent être touchés, combien d'artistes peuvent être touchés, peuvent être accompagnés, combien d'œuvres peuvent voir le jour qui n'auraient peut-être pas vu le jour autrement. Mais à un moment donné, on se retrouve confronté à, voilà, on parlait du partage, du lien, est-ce que ça se mesure vraiment un jour, est-ce que ça se quantifie, et c'est un débat où je crois qu'on a beaucoup de retard, non seulement nous en tant enfin vous en tant qu'artiste, nous en tant qu'entrepreneurs culturels, mais où la puissance publique aussi a un regard à porter et des progrès à faire. Il y avait, on en parlait tout à l'heure, mais il y avait une étude du Conseil de l'Europe qui avait essayé de pondre des indicateurs avec une méthodologie super fine et qui avait mesuré qu'il n'y avait aucune corrélation entre les politiques d'accès à la culture et l'accès réel à la culture. Bon, il y a une première question, c'est est-ce qu'ils mesurent bien les choses quand ils oublient à moitié Internet de leur méthodologie ou pas? Et surtout après la question c'est qu'est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, artiste ou même puissance publique, on en tire comme conséquence? Et je pense que c'est encore assez tabou
Bah ouais, tu l'as dit tout à l'heure, le mot entrepreneuriat culturel il peut rester tabou, le mot mesure d'impact il peut rester tabou, mais c'est pas tant une obligation que vis-à-vis des autres que vis-à-vis de soi-même à mes yeux. Et je pense qu'on a beaucoup de travail encore devant nous. Et justement, Marc, est-ce que toi tu t'appelles pas entrepreneur culturel au quotidien, même si effectivement il y a eu ce projet qui se poursuit aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée un peu peut-être concrète, je ne vais pas te demander de chiffres, c'est pas une interro, mais les gens qui ont vu le film, ou les gens qui ont fait partie de cette histoire-là après la sortie du film, quelques mois, quelques années après, est-ce que tu as une vague idée de ce qu'ils en ont gardé en fait? Est-ce que tu sais aujourd'hui comment, entre guillemets, tu as construit un nouveau monde via ce film à travers les gens qui l'ont vu? J'ai pas le chiffre de combien de personnes ont démissionné après avoir vu Enquête de sens, que c'est un peu ça. Marc, lui, il cherche à faire augmenter le chômage en fait. C'est ça, c'est que nous on part de New York en quittant un travail, à la fin on ne cherche pas de travail en fait. Donc chez Pôle emploi ils nous détestent un peu. Mais je sais pas, je sais que j'ai reçu des mails, j'étais en copie de gens qui mettaient en copie de leur DRH pour dire je refuse le licenciement, enfin ce que vous me proposez parce que j'ai vu le film, donc du coup un peu, vous revoyez-le aussi, il y a des trucs un peu bizarres. Nous on disait à la fin du film justement, le but c'est pas de démissionner, c'est de questionner qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, de prendre le temps de réfléchir à qui on est, c'est quoi notre talent, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Mais du coup ce qui est sûr, moi j'ai vu le film plus comme des graines en fait, donc quand tu sèmes des graines en fait, il y a... Là chez nous on a essayé de faire des prairies végétales où on jette plein de graines et on voit ce qui pousse en fait. Donc en fait si on pense que l'être humain c'est comme un sol et que toutes les graines poussent pas au même endroit, au même moment, il y a des saisons, il y a des moments. Là j'ai reçu la semaine dernière un livre, c'est un cookbook yoga, donc c'est une personne qui a vu le film et qui s'est dit finalement moi c'était la nourriture, le yoga, j'ai essayé de mixer les choses ensemble. Elle a un super livre, on s'en sert d'ailleurs à l'Espace Totem maintenant. Et donc voilà, ça prend du temps, donc il n'y a pas d'impact. Ce qui est sûr, c'est à la fin, la plupart des fois où j'ai fait des projections, les gens applaudissaient à la fin, il y avait quelque chose il y a de l'espoir, donc ça nourrit cet élan de vie. Et donc ça, c'est très dur à quantifier. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu envie de faire le lieu pour donner aux personnes en fait la possibilité d'aller plus loin et de nourrir ce questionnement. Et en fait, moi, je sais qu'entre le moment où on m'a dit invente un mode de vie, quitte Paris, fais autre chose, ça a mis 7 ans. Donc heureusement que la mesure d'impact elle passe juste après, mais des fois c'est le temps que ça mûrisse, ça prend du temps. Il faut accepter que c'est de la déconstruction, comme on est des êtres d'habitude et qu'on ne veut pas changer, c'est long, il faut plusieurs chocs dans les croyances et dans le mental. A priori la transformation culturelle c'est pas un instantané, on va pas tout de suite le voir. Non. C'est long de déconstruire 25 ans de conditionnement en fait, et que l'esprit, maintenant on le sait avec les neurosciences, et souvent on dit en français, on aime bien dire moi je crois que ce que je vois. En fait c'est l'inverse, en fait c'est on voit que ce qu'on croit, et que c'est en fait le mental il fait tout, l'esprit pour sélectionner en fait ses croyances, et il va rejeter tout ce qui rentre pas dans son système de croyances en fait. Donc moi j'avais un hypnotiseur il y a pas longtemps qui me racontait ça, il me disait j'ai souvent des femmes qui me disaient tous les hommes sont des connards, ça marche pas du tout. Ils disaient bon très bien, on va regarder un peu ça. Donc il y avait un peu d'hypnose, il regardait le programme un peu là-dessus. Et puis après, hop, il me disait mais la plupart, elle vient, il me dit j'ai trouvé un homme formidable. Et en fait c'est qu'avant l'inconscient en fait sélectionnait dans une probabilité de 10 personnes, celui-là c'est pas nous en fait, pour valider la croyance. Donc là on se rend compte même qu'on n'est pas vraiment libre en tant qu'être humain. Je crois que 95% de nos actions c'est de l'inconscient. On a 70 000 pensées par jour, 65 000 c'est les mêmes que la veille, et la plupart elles sont négatives. Donc en fait, si on ne veut pas faire ce travail sur les croyances, en fait on est dans le mur, on est un peu des robots, on croit qu'on a un libre arbitre, mais franchement c'est ça. Donc en fait là l'idée aussi c'est de mettre ces graines pour commencer à déconstruire, à se dire quelles sont les croyances, est-ce qu'elles me sabotent, est-ce qu'elles me font du bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça c'est sûr que c'est long. Mais une fois qu'on touche à ça, là vraiment on devient justement un artiste parce qu'on est connecté à son intuition et on a envie de faire quelque chose qui amène de l'harmonie. Moi je pense que foncièrement c'est ça. Et c'est comment est-ce que moi je contribue à un monde plus harmonieux. Et ça c'est long, parce que voilà, on a été construit aussi dans un truc qui n'est pas très sain depuis un bout de temps. Donc voilà, il faut être patient avec l'humain. Effectivement, mais soyons patients. Ça me donne envie en fait de poser une question à Amélie, et ensuite je vais laisser la parole au public, parce que je suis sûr que vous avez plein de questions, notamment sur cette histoire du fait que tous les hommes sont des connards et qu'il faut aller voir un hypnotiseur pour vous convaincre du contraire. J'ai des questions, mais je vais vous laisser les poser. Juste une petite chose à la revue dessinée, toi en tant que rédactrice en chef, justement, quand tu dois définir les sujets, etc.
comment est-ce que tu joues de cet équilibre entre la bande dessinée et le sujet en fait? Est-ce que y en a un qui a le dessus, il faut que la bande dessinée elle soit sympa et agréable à lire, ou est-ce que non, c'est la journaliste qui parle et le sujet, tant pis, c'est les empreintes toxiques et ce sera une BD que personne n'aura envie de lire parce que tout le monde s'en fout des empreintes toxiques? Comment est-ce que tu joues un peu entre ces deux éléments-là quand tu produis cet objet culturel? Je pense qu'il y a la bande dessinée, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que la bande dessinée est légitime pour parler de tout. Qu'on peut à la fois s'attaquer à des sujets hyper humains, hyper concrets, où on est en reportage. Je parlais des écoles, mais là on s'intéresse à des petites lignes de train qui vont pas bien, et du coup on est vraiment dans les montagnes, dans le train, et c'est visuel. Il y a plein de sujets visuels. On part aussi en bateau suivre l'expédition Taral. Enfin, il y a des moments où la question de l'image et du dessin ne se pose pas, parce qu'on a une histoire, on a des acteurs. On a, dans mon lycée pour décrocheurs, j'ai suivi une classe, donc on avait notre petit théâtre, et c'était évident que ça pouvait se traiter en bande dessinée. Il y a des sujets qui sont... et en plus, c'est des sujets hyper touchants, quoi, parce que voilà, les gamins, ils avaient quitté l'école depuis minimum 1 an, parfois 2 ans. Il y a des tranches des parcours qui sont hyper poignants et auxquels il suffit de tendre le micro, et puis il suffit de dessiner ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu, et ça marche. Après, il y a des sujets qui sont un peu plus compliqués, mais on part du principe que la bande dessinée est mûre. Aujourd'hui, elle souffre plus de cette vision un peu infantilisante, où voilà, longtemps ça a été associé comme un divertissement un peu... voilà, si tes enfants lisent des bandes dessinées, vont pas passer leur vie à lire des bandes dessinées, c'est un peu décrédibilisé. Et aujourd'hui, elle s'est attaquée à l'affaire Clearstream, elle s'est attaquée au conflit israélo-palestinien. Enfin, je pense qu'il n'y a plus de sujets Bon, et puis bien plus loin, il y a eu Maus, ce monument de la bande dessinée du réel. Et je pense que quand on s'attaque à des sujets comme la Seconde Guerre mondiale et la déportation, après, pour moi, le média a plus à prouver qu'il peut aller traiter de sujets et complexes et durs et en même temps en équilibre. Moi, mon plus gros défi, c'est pas vraiment de se dire là la BD va l'emporter sur le sujet, parce qu'en fait, une fois qu'on se dit ce sujet est nécessaire, il faut qu'on le traite, il faut qu'on y aille, on va chercher le style graphique, on va chercher l'artiste qui à la fois est animé par le traitement de ce sujet-là en particulier, et qui a le dessin qui va permettre de transmettre. Mon souci, c'est plutôt de trouver un équilibre entre sujets anxiogènes, de ne pas être que dans la dénonciation, et d'être aussi dans la proposition de ce que tu disais, de ce qui est inspirant et de ce qui fait qu'on retrouve ce souffle et cette énergie. C'est plus ça, d'avoir, compte tenu du processus de fabrication qui est long, compte tenu de... Voilà, il y a des moments ça marche plus, il n'y a plus d'inspiration. Donc moi, après, j'essaie de composer les sommaires de la revue dessinée pour qu'on ait pas uniquement des sujets au vitriol et qu'on referme pas en se disant oh, non. Et donc le défi est plutôt là, à trouver un équilibre entre la dénonciation et l'inspiration, l'émulation. La proposition d'autre chose. Très bien, c'est déjà un bel exemple de ce qu'on peut faire avec des objets culturels ou artistiques. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser quelques questions à nos intervenants, qui ont quelque chose qu'on n'a pas encore abordé ou qui veulent une précision, pas uniquement sur l'histoire de l'hypnotisme, peut-être sur autre chose aussi, ou pas? Oui, soyez pas timides, il faut toujours qu'il y en ait un qui commence. Ah, on a une question. Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense qu'ici on est très convaincus que la culture est forcément un fer de lance pour le nouveau monde. Donc on prêche ici sur des convaincus. Comment est-ce qu'on fait rentrer concrètement vos initiatives dans les entreprises? Il y a les méchants et les gentils. On est toujours dans cette dualité. Au-delà de la sensibilisation sur il faut faire autrement, comment est-ce que concrètement vous voyez les choses par rapport à votre travail
pour intégrer en fait cette logique économique autrement que par le prisme du toujours plus consommé. Si, c'est bon. Ouais. Moi, par contre, je pense pas qu'il y ait des gentils dans la culture et les méchants en entreprise. Hein. Moi, j'ai travaillé dans les ONG, dans les multinationales. J'ai vu des gens exécrables dans des ONG, des gens très bien dans les multinationales qui sont conscients que ça va pas, mais qui essayent de faire changer de l'intérieur. Il y a la question de comment, moi, c'est grâce aux chevaux de Troie que sont les citoyens et qu'il y a plein de gens qui sont dans des entreprises et qui sont ouverts à ces nouvelles valeurs, à cette nouvelle manière de vivre et qui veulent un impact positif et donner du sens à ce qu'ils font. Et c'est eux qui font rentrer en fait ce type de revue, des cours sur le bonheur en entreprise. En fait, on peut se demander si est-ce que c'est pas de la récupération. Il y avait le greenwashing, il peut y avoir le spiritual washing pour justement pas changer. En fait, c'est une vraie question. Moi, j'ai rencontré des amis qui organisent justement des retraites avec des chefs d'entreprise dans le désert. Et il y en a un, notamment chez ADO, qui est le groupe Leroy Merlin, et qui a proposé, donc, après certaines projections des gens de l'entreprise lui ont proposé le film. Lui, il était ouvert à ça, il a envie de donner du sens à ce qu'il fait. Il est aux commandes de cette énorme boîte qui doit peser 16 milliards, et il dit moi j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils vivent bien, j'ai envie de donner du sens. Est-ce que je peux avoir un impact là où je suis? Et il a organisé une projection du film, et à la fin, ils ont mis en place dans l'entreprise un certain nombre de mesures sur le zéro gaspillage, sur le fait d'ouvrir c'est le roi Merlin, donc c'est plus facile, mais comment est-ce qu'on donne accès aux gens à construire des choses avec leurs mains, à venir même dans l'entreprise faire des Fab Labs et où on peut apprendre à faire des choses ensemble. Donc je pense que c'est justement de ne pas opposer forcément les deux, mais c'est de trouver qu'est-ce qui fait du lien entre les différentes couches de la société et justement ce qui réunit les gens plutôt que ce qui les divise. Et ça, c'est un facteur en fait pour moi d'espoir, parce que j'ai vu que partout en fait ça s'ouvre et c'est plus comme avant. Maintenant tout le monde sait que ça fonctionne plus le monde part en vrille, plus les gens sont en quête de sens, donc plus on peut les nourrir avec ce type de contenu et les amener. Toi t'as raison, c'est de faire confiance aux individualités qui vont l'amener dans le... Moi j'ai l'impression, on m'a proposé de faire une émission à un moment avec Frédéric Lopez à la télévision justement, donc Frédéric Lopez il avait vu le film, ça l'avait aussi questionné, il m'a dit là j'ai une tranche, on peut pas essayer de glisser dans la case de France 2 où à l'époque c'était Sophie Davant sur des trucs un peu plus dark à 14h sur les choses un peu plus difficiles, toutes les initiatives positives. Et du coup, il m'a dit vas-y, qu'est-ce qu'on peut proposer? On a pu proposer des gens qui sont des journalistes sur l'impact positif. Et à 14h, il n'y a pas grand monde qui regardait, on a montré à peu près 500 initiatives d'associations qui recréent du lien, qui font attention à la terre, qui créent de l'intergénérationnel. Donc c'était des gens qui disaient ouais, nous aussi on sent qu'on est dans le système, on n'est pas prêt à tout lâcher du jour au lendemain, mais on peut faire passer ces informations, allez-y, on y va. Donc il y a un petit côté chevaux de Troie qu'il ne faut pas sous-estimer en fait, même à l'intérieur des structures qui n'ont pas forcément un sens qui va dans ce qu'on aimerait qu'il y aille. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question qui mériterait d'être posée? Non, à ce moment-là je le laisse. Moi je me demandais, à propos de ce lieu en fait, dont tu parlais, que tu as monté suite à ton film, parce que je trouve que c'est un très bon exemple d'application, de nouvelles valeurs et d'aspiration. C'est quoi exactement? Tu l'as évoqué, mais j'aimerais bien en savoir plus. Nous on s'est dit, on a appelé ça, ça s'appelle l'espace totem, et on s'est dit c'est un espace d'inspiration pour justement tout ce qui était booster un peu cette idée de créativité, inspiration, art de vivre. Je pense que la solution c'est de vivre autrement et de repenser vraiment nos modes de consommation et ce qui nous rend heureux à qu'on contribue. Donc c'est un endroit où il y a une dimension agricole, une dimension d'accueil, et on organise des sessions justement où avec à chaque fois une semaine par exemple on va faire venir un thérapeute, un permaculteur, un chanteur, enfin quelqu'un qui fait de l'art-thérapie, et on va essayer de créer des ateliers pour booster cette créativité, essayer de connecter les gens à cette intuition et du coup vivre un peu autrement et de retrouver le sens de la communauté, pas dans le sens hippie, déconnecté des réalités, mais le vivre ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de la nourriture ensemble, quand on se repose ces questions-là à plusieurs. Donc l'idée c'est d'avoir une forme de petite oasis où on peut repenser la convivialité, mutualiser un peu plus les choses et être autonome au niveau alimentaire, parce que je pense que la nourriture c'est aussi un vrai sujet qui déconstruit pas mal de choses. Après, d'où vient la nourriture, qui la produit, qu'est-ce que je mets dans mon corps, et que la spiritualité ça commence aussi par qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mon corps et cette cohérence-là. Donc voilà, c'est un peu tout ça, et donc je vous invite à aller regarder le site, ça a juste 1 an, et voilà, maintenant les gens ne veulent plus partir, maintenant c'est pour on fait des trucs comme ça, ils veulent tous habiter là.
Très bien. Pour conclure, alors je vais vous poser à chacun, je vais demander à chacun de répondre à une petite question un peu qui sort un peu qui reste dans le cadre, mais qui va vous sortir de votre propre cadre. Si vous ne faisiez pas ce que vous faites, en lien avec la culture notamment, quelle autre forme d'art ou de culture vous aimeriez mobiliser, ou peut-être même vous avez déjà prévu de vous lancer dedans, et pourquoi en fait. Donc par exemple Amélie, qui est quand même assez proche de la bande dessinée, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais, si demain tu pouvais acquérir n'importe quel talent, mobiliser immédiatement pour parler d'un sujet de société? Je pense que ce serait quelque chose de beaucoup plus manuel et beaucoup plus concret, et si ça pouvait avoir un lien avec la Terre, ce serait intéressant. Je trouve que ce que tu disais sur les radis et sur la reconnexion à notre alimentation et au rythme aussi des saisons et à ce côté universel qu'a l'alimentation, je sais pas, ce sera à travers des espaces où on cultive ensemble et où on invite des gens et où la parole et les idées circulent avec les mains dans la terre. Donc toi tu vas réserver chez Marc la semaine prochaine. Exactement. C'était un... Donc Marc, est-ce que tu veux faire de la bande dessinée? Vous pouvez juste faire un échange de poste. Très bien. Moi je sais vraiment pas dessiner et je pense qu'il y a aujourd'hui il y a une forme d'infobésité. J'ai vu ce terme-là où on a plein d'infos de partout et on est bombardé et c'est très superficiel des fois pour connecter. Donc j'ai vu que à travers un dessin on peut dire beaucoup de choses et que l'esprit il est pas que dans le rationnel, il y a la partie mythos comme ils disent les Grecs, où c'est le récit et le symbole, et que l'âme en fait elle comprend aussi par le symbole. Donc faire des petits pictos, des petits dessins pour expliquer justement certains concepts compliqués. Je sens qu'aujourd'hui c'est ça dont j'aurais besoin, donc je veux bien apprendre à me former chez vous, à apprendre à dessiner pour résumer, parce que j'ai pas à chaque fois 5 ans pour faire un film d'1h30. Si je peux faire un dessin direct, on gagne un peu de temps. En fait, c'est juste un speed dating professionnel. Comme ça je passe plus de temps à cultiver. Mais ça... Ne faites pas attention. Alexandre. Ben, on va faire 2 teams. Moi je vais aller en Amazonie et puis vous allez vous marrer là dans le petit coin. J'ai une forêt. Tu peux venir aussi. T'as vu sa forêt mon pote? Ça n'a rien à voir. Non, plus sérieusement, nous il y a une forme d'art émergente et une filière qui l'accompagne, qu'on regarde un peu, c'est la réalité virtuelle. Donc à Commune Image, on a ouvert un espace pour accompagner les créateurs en réalité virtuelle, donc c'est les casques immersifs à 360 degrés. Et ça commence à être emparé par des artistes reconnus comme tels, et c'est plus juste un endroit où on fait des pubs Jean-Paul Gaultier sur Facebook justement, mais aussi là il y a Iñárritu au dernier festival de Cannes qui a fait une œuvre sur un migrant qui passe la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc ça a un peu légitimé ces nouvelles formes d'œuvres. Alors c'est pas vraiment des films, c'est pas vraiment des expériences, c'est théâtralisé, mais en même temps le contenu peut être interactif ou linéaire. Voilà. Les artistes se cherchent encore, la filière se cherche encore, les applications aujourd'hui c'est industriel, mais les artistes se suivent. Et en fait c'est marrant parce que c'est assez double comme usage, c'est-à-dire que à la fois c'est une nouvelle forme qui permet d'exprimer et de traiter de nouveaux sujets. Donc parmi les premières œuvres qui sont sorties, il y en avait énormément autour des migrations, parce que quand une forme naît, elle puise et elle raconte le monde tel qu'il est. Et donc voilà, vous pouvez télécharger gratos l'appli Arte 360, la mettre sur un casque en carton à 3 € et vous retrouvez à Alep, ou vous retrouvez au milieu de la forêt amazonienne, d'ailleurs il y en a. Et donc c'est chouette pour ce propos-là. Et ce qui est marrant, c'est aussi que ces nouvelles formes, elles traduisent l'état du monde en tant que tel. C'est-à-dire que parmi les premiers films qu'il y a eu, il y a des producteurs qui sont partenaires de Commune Image, qui ont fait le film Altération, qui gagne plein de prix, pareil, gratuit sur Arte 360. Et ce film-là, en fait, il a utilisé la technologie de l'intelligence artificielle, en partenariat avec les équipes de Facebook, pour générer des œuvres qui bougent et qui sont en mouvement, ce qui fait qu'il n'y a pas 2 spectateurs qui voient la même œuvre et que quand on tourne la tête à ce moment-là, il y a des programmes qui se mettent en route et qui puisent avec le machine learning dans des œuvres existantes. En fait, ce qui est excellent, c'est que au-delà de l'œuvre qu'on regarde, c'est que le médium en tant que tel raconte aussi un morceau de notre époque, de notre monde, et traduit le fait qu'on s'en empare en fait.
et que en fait, voilà, une technologie de réalité virtuelle qui pouvait servir uniquement à faire de la formation pour les militaires, bah non, ça permet aussi de créer des œuvres d'art et ça utilise d'autres technologies pour raconter les nouvelles formes de création qui existent. Super intéressant, ça donne envie d'aller voir. Alors, Julie, dans quoi tu te lances? Ne me dis pas la réalité virtuelle. Moi, j'aimerais bien faire un peu de sorcellerie. Non, je sais pas. J'aimerais bien faire un peu remettre au goût du jour un peu l'herboristerie, enfin, faire de l'herboristerie, apprendre. Et des potions, un peu soignées avec les plantes. Je suis sûre qu'il y a un super pouvoir quelque part avec les plantes. Il y a tout, je pense, dans les plantes un petit peu. Voilà, donc l'herboristerie, si j'avais le choix. Je sais pas si c'est un art, mais... Oui, si, très bien. Bah écoute, merci à tous les quatre. Je vous souhaite à tous de trouver votre super pouvoir culturel également. Je vais m'associer à tout ce qui a déjà été dit. Merci encore d'être venus. Merci d'avoir écouté nos intervenants. J'espère que vous allez pouvoir poursuivre un petit peu ce qu'ils vous ont raconté en allant sur leur site, sur leur réseau, etc. Voir un peu ce qu'ils font et surtout y participer comme vous le pouvez. Je vais vous laisser soit repartir dans le froid, soit peut-être plutôt aller profiter encore du lieu pour repousser la neige. Et je vous dis à très bientôt. Un grand merci au groupe SOS, un grand merci au Hasard Ludique de nous avoir reçus. Vous avez les dates des prochains événements Up à Paris, donc il y a, je pense, des choses qui vont aussi vous intéresser puisqu'on est effectivement dans un public de gens concernés et déjà convaincus. Donc l'impact internet dès vendredi, l'économie symbiotique avec Isabelle Delannoy jeudi 15. Je pense que ça va être assez sympa, et une entreprise plus humaine le 27 février à la fabuleuse cantine, et ça sera à Saint-Etienne, donc ça n'est pas du tout à Paris, donc désolé. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, encore merci à tous, à bientôt.